Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau midi, un peu spécial, non seulement parce qu'il a lieu uniquement sur Zoom, mais aussi parce que celui qui modère normalement les midis, Dominique Vidal, que vous connaissez sûrement, est aujourd'hui notre intervenant. Alors, Dominique, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un journaliste et historien. Il est aussi ancien rédacteur en chef adjoint, puis directeur de développement du monde diplomatique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, pourtant notamment sur le conflit israélo-palestinien, dont Les 100 clés du Proche-Orient, qu'il a écrit avec Alain Grèche chez Fayard en 2011. Il a écrit aussi Comment Israël expulsa les Palestiniens en 47 et 49, la Nakba chez Atelier en 2002. Et son dernier ouvrage, c'est Antisionisme égal ou pas à antisémitisme, réponse à Emmanuel Macron, qu'il a publié chez Libertalia en 2018. Il dirige par ailleurs chaque année l'État du monde avec le professeur Bertrand Badi. Alors, en tant que nouvelle chercheuse qui travaille sur Israël, je pense que Dominique fait quelque chose de très important, notamment dans le cadre du discours français, parce qu'en France et en Europe, peut-être en général, on a la tendance de réfléchir les Israéliens et les Palestiniens uniquement dans leur rapport entre les deux sociétés, ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Donc, on parle de la Nakba, on parle de la guerre de 67, on parle de l'occupation qui dure maintenant à presque 55 ans, on parle des accords Oslo, le tout en analysant les tensions entre les deux sociétés et comment ça évolue. Alors, on n'accorde pas assez d'attention à chaque société séparément, mais je pense que c'est indispensable, et Dominique aussi, que pour comprendre le rapport entre les deux sociétés, le conflit et comment il évolue, il faut vraiment comprendre comment chaque société fonctionne et les phénomènes qui les caractérisent. Alors, un des phénomènes qu'on peut rendre visible grâce à ce changement de point de vue, c'est le phénomène qui nous intéresse aujourd'hui, et la place de la laïcité au sein de la société juive israélienne qui prend de plus en plus d'ampleur en Israël. En effet, aujourd'hui, la cause laïque en Israël est un combat qui mobilise tout l'espace public, la presse, les partis politiques et bien évidemment la Cour suprême. De plus en plus de juifs israéliens demandent de séparer les lois de l'État, et je dis bien les lois de l'État, de la religion juive. Il s'agit bien évidemment d'un phénomène bouleversant dans un État qui est défini par sa religion, qui est défini comme un État juif et aussi démocratique, mais ça, c'est un autre sujet, et dont une grande série de lois découle de la religion. On se demande donc non seulement quelle est l'ampleur de la cause laïque en Israël, mais aussi quelles sont les conséquences qu'elle peut avoir sur le caractère juif de l'État, ou tout simplement sur l'existence d'Israël comme on le connaît. Alors Dominique, toi, tu présentes chaque fois les règles du jeu, alors tu les connais mieux que moi, mais je vais dire au public que tu as 30 minutes pour présenter le sujet, et puis on aura un débat avec les participants. Voilà. Merci beaucoup, Nitsan. Voilà, je ne suis plus modérateur, mais modéré. Peut-être c'est la première fois de ma vie qu'on me traitera de modéré. En général, on me traite plutôt de radical. C'est une chose assez frappante que le résultat historique des dernières élections législatives israéliennes, le quatrième de la série, ce qu'on a retenu, c'est que Netanyahou a été battu. C'est évidemment un événement historique. Mais il y a un autre événement historique dont on n'a pas parlé, je crois qu'aucun journal français ne l'a signalé, c'est que pour la première fois depuis 1981, presque, il n'y a pas de parti ultra-orthodoxe au gouvernement. Et c'est un grand événement. Alors, c'est vrai qu'au-delà des périspéties politiciennes sur lesquelles on ne va pas entrer, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ce changement-là reflète un renversement dans ce qu'on appelle en allemand, parce que c'est le mot utilisé en hébreu, le Kulturkampf, cette espèce de guerre civile rampante entre laïcs et religieux qui fait rage en Israël depuis les années 90. Si la minorité ultra-orthodoxe, elle croît, elle augmente, elle se radicalise, il y a une majorité laïque ou traditionnaliste qui veut
clairement se libérer des contraintes religieuses. On peut même parler d'une aspiration à, disons, une forme spécifique de laïcité. Alors, pour s'y retrouver, il faut faire un retour en arrière. Je le fais parce que je crois que c'est vraiment important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Contrairement aux idées reçues, souvent, y compris dans les milieux très intéressés à ce conflit, on a l'idée que le sionisme est un mouvement religieux. Pas du tout. Le sionisme est un mouvement laïque, voire même à certaines périodes anti-religieux, qui a donné naissance, paradoxalement, à un État auquel les ultra-orthodoxes ont fini par imposer l'essentiel de leurs lois. Et pourtant, dans l'esprit de Théodore Herzl et de la plupart des penseurs du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle, le projet d'État juif était d'abord une réponse ou une volonté de réponse à un antisémitisme jugé insurmontable. Les Juifs, pour Herzl, étaient inassimilables, même en Europe occidentale, où la Révolution française avait initié un mouvement d'émancipation qui s'y développait un peu partout. Le sionisme se voulait aussi une réponse aux rabbins, que leur foi avait conduit à travers les siècles à accepter passivement les siècles et des siècles de persécution. Mais néanmoins, et c'est là la contradiction dans laquelle on vit aujourd'hui encore, dans l'esprit des pères du mouvement sioniste, il était clair qu'ils en étaient tout à fait conscients. Le mouvement sioniste était libérateur pour les masses juives misérables, opprimées d'Europe centrale et orientale, essentiellement polonaises et russes, évidemment, mais il était nécessairement, ce mouvement, colonisateur et donc oppresseur pour la population autochtone de Palestine. Et c'est pourquoi, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, au génocide, l'immense majorité des Juifs, j'en ai parlé dans le petit livre que tu as cité, de réponse à Emmanuel Macron, l'immense majorité des Juifs étaient hostiles à l'idée d'aller construire un État juif en Palestine. Les communistes rejetaient même l'idée de peuple juif. Les bundistes, sociodémocrates, disons, étaient pour l'autonomie, mais dans les pays où vivaient les Juifs. La plupart des religieux orthodoxes ou ultra-orthodoxes ne concevaient l'avènement d'un État juif qu'après l'arrivée du Messie. Et la grande bourgeoisie, faut-il le dire, elle avait mieux à faire que d'aller labourer la terre dans les kibboutz. Donc, on a vu se développer toute une série d'argumentations pour enrober le projet sioniste. Chaque courant, en fait, avait, dans le mouvement sioniste, sa propre argumentation. Zeev Sternel, qu'on regrette infiniment aujourd'hui, a notamment montré comment le parti Mapai, le parti travailliste de Ben-Gourion, drapait le projet sioniste dans les couleurs du socialisme. Et puis, pour Ben-Gourion et pour tous les autres, la Bible, conçue comme un livre d'histoire et un cadastre, était évidemment un argumentaire absolument fondamental. Quiconque a été discuté en Israël ou même hors d'Israël sur le projet sioniste est toujours tombé en dernier ressort, comme on disait dans la phraséologie marxiste traditionnelle, en dernier ressort, sur la promesse faite par Dieu à Abraham dans la Genèse, qui disait, je le cite, « C'est à ta descendance, donc il parle à Abraham, que je donne ce pays du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Il y a même une blague qu'on raconte, tu connais ça, Nitzan, certainement, en Israël, où on dit que même les athées pensent que Dieu a donné cette terre aux Juifs. Alors, Ben-Gourion, qui était un agnostique, même on peut dire un athée, en tout cas au début de sa vie, il sait qu'il doit habiller son discours politique dans un discours religieux. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est la déclaration d'indépendance qu'il lit le 14 mai 1948, où il invoque les droits du peuple juif avant le droit international, le plan de partage, qui légitime la création d'Israël et d'un État palestinien, arabe en tout cas, à ses côtés. Je cite la déclaration, c'est important de l'avoir en tête. « La terre d'Israël est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que s'est formée son identité spirituelle, religieuse et nationale. C'est là qu'il a écrit la Bible et l'a offerte au monde. »
C'est essentiel dans l'argumentation de Ben-Gurion. Et c'est la même raison, on rentre plus dans le vif du sujet là, qui amène à l'époque le premier ministre d'Israël à ne pas faire adopter de constitution. Parce que, je l'ai dit, pour les orthodoxes et les ultra-orthodoxes, il ne peut pas y avoir d'État juif avant l'arrivée du Messie. Donc, la seule constitution pensable pour eux, s'il en faut une, c'est la halakha, c'est la loi religieuse juive. Et Ben-Gurion sait très bien qu'il peut passer outre, que le Mapai, son parti, et le parti sioniste socialiste, disons, MAPAM, vont disposer au moment des élections, la première élection de la Knesset, d'une majorité absolue, ça ne fait aucun doute. Mais il ne veut pas s'affronter aux ultra-orthodoxes. Et donc, il va conclure ce qu'on appelle un compromis, qu'on appelle exactement statu quo. Et regardez bien, il le fait avant la création d'Israël. C'est en 1947 encore, l'année qui précède la création d'Israël, qu'il conclut cet accord avec les partis, le parti ultra-orthodoxe, c'est-à-dire Agudat Israël à l'époque. C'est très intéressant, ce statu quo, cet accord, a été qualifié par Yeshayahu Leibovitz, le grand Yeshayahu Leibovitz, de double prostitution. Pourquoi? Parce que, en échange de leur ralliement à l'État qui naît, cet État offre aux religieux le respect du Shabbat et de la cacheroute, des lois alimentaires juives, par les institutions étatiques, la gestion du droit personnel, mariage, divorce, héritage, etc., pour les seuls tribunaux religieux, avec des problèmes terribles, quotidiens que les femmes israéliennes connaissent bien, notamment celles qui veulent divorcer, avec le financement par l'État d'un secteur d'enseignement religieux complètement indépendant et le contrôle par les religieux de l'enseignement de la Bible dans le secteur public d'enseignement. Et il y aura, à partir de 1950, l'exemption de service militaire pour les étudiants des écoles religieuses, c'est-à-dire les yeshivot. Cet abandon de l'État au profit des orthodoxes et des ultra-orthodoxes va s'aggraver après 1967, l'occupation des territoires arabes, et surtout 1977, la victoire pour la première fois de la droite et de l'extrême droite et des religieux en Israël. On a très vite, après la guerre des 6 jours, une judaïsation de Jérusalem-Est, annexée dès juin 1967, il faut le rappeler, et petit à petit, des territoires occupés, avec au cœur du phénomène de colonisation un mouvement politique nouveau qui s'appelle le Gush Emunim, le bloc des fidèles, qui est créé en 1974 et qui est la force motrice qui permet la colonisation non seulement des zones de sécurité, comme le prévoyait le plan Allon au début, travailliste, mais de colonies illégales, en principe, dans les zones à fort peuplement arabe. Et tout cela va s'accélérer en 1977 parce que, pour la première fois, le gouvernement de droite, extrême droite et religieux et la base se retrouvent autour du même objectif, c'est-à-dire Eretz Israël, le grand Israël. Et la vision messianique du Gush Emunim sanctifie la colonisation, lui donne un sens religieux, c'est-à-dire la rédemption de la terre d'Israël qui rapproche la fin des temps. Et vous savez que c'est sur cette base que les évangélistes américains, par exemple, soutiennent Israël. Alors c'est un soutien comme la corde soutient le pendu, parce que pour que la fin des temps advienne, il faut que le Messie revienne, non pas vienne pour les catholiques et les évangélistes et les protestants, il revient, et il revient si les Juifs rassemblés en Terre Sainte ont été convertis de gré ou de force. Avec des amis comme ça, comme disait ma grand-mère, on n'a pas besoin d'ennemis. Donc, ces partis qui sont la force motrice de la colonisation des nouveaux territoires occupés, ils deviennent des partis charnières, indispensables à toute majorité de droite et d'extrême droite. Ce qui va leur permettre d'exercer un chantage permanent qui va durcir tout ce qu'il y avait déjà dans le statu quo. Durcissement du Shabbat, durcissement de la définition de la judéité, discrimination des judaïsmes conservateurs et réformés, qui sont concurrents
des orthodoxes et des ultra-orthodoxes, interdiction de l'élevage et de l'importation de porc, exemption maintenue du service militaire pour les étudiants des yeshivot, autant de contraintes que la population israélienne va supporter de moins en moins. Et donc, depuis, disons, une dizaine d'années, on a un double phénomène, contradictoire, mais il faut assumer aussi dans l'analyse les contradictions. D'un côté, le noyau dur des pratiquants grandit, se radicalise, mais du même coup, il suscite une réaction d'aspiration croissante, je le disais, à une certaine forme de laïcité. Exemple donc, les 4 dernières élections législatives anticipées, où on a vu, je parle de la dernière parce que c'est le plus simple, celle du 23 mars 2021, les 2 partis ultra-orthodoxes ont totalisé 12,8% des suffrages et 16 députés sur 120. À l'époque de leur première participation aux élections en 1955, ils avaient eu 4,7% des suffrages et 6 sièges. On voit combien ils ont grandi. Quant aux héritiers, qu'il ne faut pas oublier, du Parti national religieux, qui est un parti orthodoxe messioniste, qui se sont droitisés en devenant Yamina, avec Naftali Bennett à sa tête, ils ne représentent plus, eux, que 6,2% et 7 députés, alors qu'en 1949, dans la première élection, ils avaient 12,2%, quasiment le double, et 16 sièges. Cette ascension donc, des partis ultra-orthodoxes, contrairement au sort du parti orthodoxe sioniste, elle coexiste, elle contredit une aspiration désormais clairement majoritaire de la population à rejeter la vision totalitaire des leaders ultra-orthodoxes. Et c'est ce que je voudrais vous montrer à partir d'une enquête, c'est la 13e de la série, qui s'appelle chaque année Index sur l'État et la religion en Israël, qui vient d'être publiée en septembre 2021 sur le site de Chidouche pour la liberté religieuse et l'égalité. Vous trouverez l'adresse Internet de cette enquête sur la petite colonne de discussion, de chat, où je l'ai inscrite, et je vais vous montrer, juste pour que vous l'ayez vu une fois, ce qui est la couverture, disons, de cette enquête. Je vous demande une seconde. Et la voilà. Donc, vous avez à gauche de l'écran, en tout cas pour moi, cette enquête, c'est la dernière version de cette enquête. Que dit-elle? Il faudrait que vous la lisiez elle est en anglais, hein, pour avoir une idée assez précise de l'ensemble des éléments. Je vais me contenter ici de prendre les principaux. Premier point, le conflit entre laïcs et religieux est considéré par 71% des juifs israéliens comme le deuxième plus grave de leur société après le conflit droite-gauche. Mais bien loin devant le conflit, par exemple, entre Ashkenazim et Mizrahim, c'est-à-dire juifs européens et juifs orientaux. Bien loin devant le conflit entre riches et pauvres. Bien loin devant le conflit entre nouveaux immigrants, Sabarim, si on veut les appeler comme ça, et vétérans de l'État d'Israël. C'est l'inverse, excusez-moi. Sabarim, c'est ceux qui sont nés en Israël et les autres sont des nouveaux immigrants. Deuxième signe très net, c'est le positionnement religieux des Israéliens. Donc, les Juifs israéliens s'autodéfinissent à 48% comme laïcs et à 17% comme traditionnels non religieux, ce qui revient plus ou moins au même. C'est-à-dire une très nette majorité n'a pas d'appartenance religieuse claire. 13% se disent traditionnels religieux, 11% sionistes orthodoxes, donc religieux et sionistes, et 11% ultra-orthodoxes. 11%, c'est exactement la proportion d'ultra-orthodoxes dans la société israélienne du point de vue de la sociologie. Par rapport aux différents courants du judaïsme, en revanche, on a 57%, écoutez bien, qui ne se rattachent à aucun courant du judaïsme.
6% aux réformés, qui sont majoritaires aux États-Unis, avec les conservateurs, ici seulement 5%, 19% sionistes orthodoxes, 2% sionistes ultra-orthodoxes et 11% sionistes ultra-orthodoxes. Donc, vous voyez un paysage qui n'est pas du tout celui dont on a l'image quand on réfléchit à ce qu'est la société israélienne aujourd'hui. Troisième point, évidemment le plus important pour l'avenir, c'est quels sont les changements que les Israéliens, les Juifs israéliens, attendent en matière de laïcité. Et là, on est dans des forces absolument majoritaires, même ultra majoritaires. 81% des Israéliens juifs sont favorables, je cite, à la liberté de religion et de conscience. Le pourcentage va de 95% chez les laïcs à 90% pour les traditionnels non religieux et tombe ensuite, évidemment, en fur et à mesure de l'augmentation de la religiosité. Quand on regarde les partis politiques, on est étonné des chiffres. Liberté de religion et de conscience, c'est l'opinion de 98% des membres du Meretz et du parti centriste Yesh Atid. Ça va jusqu'à 78% pour le Likoud, en passant par le parti travailliste, 97%, en passant par Israël Beteinu, le parti russe, et Tikva Hadasha, le parti de Gideon Sa'ar, 94%, le parti de Benny Gantz, Carole Lavan, Bleu-Blanc, 91%, et il faut aller à Yamina pour trouver un chiffre inférieur, mais même chez Yamina, c'est 86%. Quand on pose la question aux Juifs israéliens, est-ce que vous voulez la séparation de l'Église et de l'État, formelle, on dirait constitutionnelle, c'est-à-dire sous forme d'une loi fondamentale, eh bien, 59% y sont favorables. 59%. Et là aussi, on a une gradation, je ne vais pas rentrer dans les détails, à la fois en fonction de l'appartenance religieuse et en fonction de l'appartenance politique. Alors, on demande concrètement, au-delà de ces deux principes, aux Israéliens juifs ce qu'ils veulent changer. En tête arrive l'autorisation des transports publics pendant le Shabbat. Ça n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est interdit. Quand une ville veut autoriser la circulation de tramway ou de bus pendant le Shabbat, elle rentre en conflit avec l'État et avec les autorités religieuses. Deuxième revendication, je l'ai fait par ordre d'importance, c'est la promotion d'un cœur de curriculum obligatoire pour les écoles religieuses indépendantes, c'est-à-dire les obliger à enseigner l'hébreu, l'histoire, la géographie, les mathématiques, autant de sujets qui ne sont pas toujours au programme des écoles ultra-orthodoxes. Troisième revendication, l'enregistrement des contrats de mariage des couples qui ne peuvent pas se marier en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que comme les mariages se font devant les tribunaux religieux, un juif ne peut pas épouser une musulmane, un musulman ne peut pas épouser une chrétienne, etc. Donc, les Israéliens demandent à ce que les contrats de mariage faits ailleurs soient enregistrés par l'état civil. Et Dominique aussi, je rajoute que si deux juifs veulent se marier, mais de manière civique, ils n'ont pas le droit non plus. Voilà. Sujet suivant, qui vient très tôt donc, la promotion des droits des LGBTQ. Très important, c'est nouveau pour Israël. Abrogation de la loi interdisant l'ouverture des petits supermarchés le samedi. Très sensible comme revendication. Obligation de faire au moins partiellement le service militaire pour les étudiants des yeshivot, des écoles religieuses. Possibilité pour les rabbins locaux de fournir des certificats de cacheroute, de code alimentaire, sans l'approbation du grand rabbinat. Donc, ça ouvre la possibilité d'un assouplissement, évidemment, des règles de la cacheroute. Très important aussi en Israël, reconnaissance égale des judaïsmes non orthodoxes, réformés et conservateurs, dont je rappelle qu'ils sont majoritaires aux États-Unis. Enfin, c'est des choses qui comptent pour les gens religieux, pour ceux qui ne le sont pas, c'est moins important, reconnaissance des conversions
effectués par les rabbins locaux sans l'approbation du grand rabbinat. Un tabou qui saute, là, c'est incroyable. Élection du grand rabbin sioniste, et non plus nomination. Et enfin, c'est très actuel, application de l'accord sur le Kotel, ce qu'on appelle nous le mur des lamentations, qui a été signé avec les femmes du mur, parce qu'il y a encore aujourd'hui une bataille d'arrière-garde des ultra-orthodoxes pour empêcher l'accès des femmes au mur. Shabbat, très intéressant à savoir. En fait, 27% des Juifs israéliens observent le Shabbat selon la loi religieuse, selon la halakha. 27%. C'est une petite minorité. 21% l'observent partiellement. 30% disent que c'est un jour de repos avec une atmosphère spéciale. Et 22% disent que c'est simplement un jour de repos. Là aussi, on trouve évidemment, je ne rentre pas dans le détail, des positions différenciées selon l'appartenance religieuse et l'appartenance politique. Ce qui est net, c'est que c'est une position majoritaire, l'assouplissement du Shabbat, donc ouverture des magasins, circulation des transports publics, dans tous les partis de l'actuelle coalition, tous dans leur électorat, et même dans celui du Likoud. C'est important de le savoir. Autre question très importante, évidemment, le mariage. 65% des Juifs israéliens disent, je cite, « Il faut autoriser le mariage civil comme dans toutes les démocraties ». Et en face, il y a 35% qui disent « Israël est un État juif et par conséquent, le grand rabbinat doit décider qui peut se marier et comment ». Et là aussi, on est frappé que dans tous les partis politiques, y compris le Likoud, je parle des partis non ultra-orthodoxes, bien sûr, on a une majorité nette en faveur du mariage civil. Même le Likoud, qui est le plus bas en pourcentage, on a quand même presque 59% qui sont pour le mariage civil. C'est très important parce qu'évidemment, c'est disons une revendication qui est parmi les principales du mouvement féministe. Parce que les contraintes qui pèsent, pour ceux qui ont vu le film qui s'appelait le divorce de Amsalem, c'est ça, Nitzan, le film c'était un film qui montrait comment une femme peut attendre des années pour avoir l'autorisation du mari pour divorcer. Le get, ça s'appelle. Et comme les tribunaux religieux sont exclusivement masculins, outre la doctrine, il y avait une certaine sympathie permanente entre les tribunaux et les maris refusant le get. Donc, ça n'est pas une question religieuse. La cérémonie est vraiment humiliante pour la femme. On lui dit Megoreshet, 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 ça veut dire vous êtes expulsé, expulsé, expulsé. C'est ça. Voilà. C'est le même mot qu'on utilise pour l'expulsion des Palestiniens, hein, Gerouch. C'est la même racine. C'est intéressant de le savoir. Ce qui ne veut pas dire que les Israéliens veulent se marier civilement. C'est une autre question. Ils revendiquent ce droit. Mais quand on leur demande à eux personnellement comment ils veulent se marier, 51% disent mariage orthodoxe, 12% disent mariage conservateur ou réformé, et seulement 27% disent mariage civil, plus 10% qui disent simple cohabitation. Ce qui est très intéressant, c'est que même là, en 10 ans, les positions ont beaucoup évolué, puisqu'il y a 10 ans, on avait 65% de mariages orthodoxes souhaités à titre personnel, et ensuite, je ne donne pas les détails, mais on avait le même type de gradation. En tout cas, une nette majorité, vous le voyez, pour un mariage civil, donc un divorce civil, évidemment. J'ajoute que c'est un autre sondage, ce n'est pas cette enquête-là, mais il faut la signaler. 61% des Israéliens prônent des droits égaux pour les couples LGBTQ. Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait à ce type de proportion dans les sociétés d'Europe occidentale. Je le signale au passage. Un point qui est moins important pour nous, mais quand même pour Israël c'est important, il n'y a que 7% des laïcs, qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des Israéliens,
qui respectent la cacheroute. On ne mange plus cachère dans la majorité des familles israéliennes ou seulement par habitude, pas par obligation religieuse. 100% des ultra-orthodoxes, 98% des sionistes orthodoxes respectent complètement la cacheroute, mais par exemple, la majorité des laïcs ne s'intéressent absolument pas au fait de savoir s'il y a un certificat de cacheroute à la porte du restaurant ou de la boutique d'alimentation. Service militaire, très intéressant. Il y a 23% d'Israéliens qui acceptent que les étudiants des écoles religieuses soient exemptés du service militaire. 23%, petite minorité. 26% radicaux pensent qu'ils devraient le faire complètement, comme tout le monde. Et 51% disent qu'il faut un quota d'exemption. C'est un des points, je le dis au passage, sur lequel la coalition actuelle peut sauter. Ça fait partie des questions extrêmement chaudes pour la société israélienne. Pour moi, sans doute c'est le plus important à long terme, c'est les questions de l'enseignement. Et là-dessus, c'est extrêmement net. 75% des Juifs israéliens estiment que toutes les écoles, y compris donc ultra-orthodoxes indépendantes, doivent enseigner le même cœur de curriculum que toutes les écoles publiques. Et ça va plus loin, puisque la majorité des Juifs israéliens estiment que si les écoles ultra-orthodoxes ne veulent pas enseigner ce cœur de curriculum, il faut leur couper les fonds. Il faut que l'État arrête, conformément à ce qui était le statu quo de 1947, de les subventionner. Et il faut savoir que on n'a pas sur cette question, comme sur d'autres, d'ailleurs du sujet dont nous parlons, de clivage droite-gauche. Avigdor Lieberman, qui est sans doute un des hommes les plus à l'extrême droite sur le plan du conflit israélo-palestinien, il est un des plus sévères sur cette question de l'enseignement. Par exemple, il a pris l'initiative, là on ne parle pas au futur, c'est du passé, c'est déjà fait, de ne plus verser de subventions pour les crèches des familles dont le père ne travaille pas ou n'étudie pas en vue d'une formation professionnelle. C'est-à-dire, il n'accepte plus, Lieberman, ça se discute d'ailleurs, hein, c'est un sujet ouvert pour moi, mais c'est indicatif de la radicalisation des laïcs. Il ne veut plus qu'on paye pour les crèches quand le père va passer sa journée à la synagogue ou à l'école religieuse à étudier la Torah. Il considère que ce n'est pas à la société de prendre en charge la crèche de leurs enfants. Très intéressant parce que là, on voit aussi le décalage entre théorie et pratique. En Israël, depuis 25 ans, l'enterrement civil existe légalement. Mais 61% des adultes juifs ignorent qu'il existe. Et 44%, pourtant, si c'était possible, s'ils savaient que ça existe, choisiraient un enterrement civil plutôt qu'un enterrement religieux. Très intéressant aussi la question du pluralisme religieux, parce que ça recoupe la question de savoir qui dirige l'État d'Israël. Et le fait d'avoir une telle influence des partis ultra-orthodoxes dans la société israélienne, elle fait partie de la définition du caractère juif et non démocratique, pour parler clairement, de l'État d'Israël. Eh bien, 61% des juifs israéliens préconisent une reconnaissance égale des trois principaux courants du judaïsme, orthodoxe, conservateur et réformé. Ça, pour les ultra-orthodoxes, c'est absolument insupportable. Or, quand on regarde bien, c'est une position qui est défendue par 100% des sympathisants du Meretz, 96% des sympathisants d'Israël Beiteinu, le parti russe, 94% des travaillistes, 90% de Yesh Atid, le parti de Lapid, 82% de Tikva Hadasha, de Gideon Sa'ar,
72% de Carole Lavan, et même le Likoud, on a 57% en faveur de cette reconnaissance égale des trois courants du judaïsme. Le seul parti où ça n'est pas majoritaire, c'est Yamina, le parti de Naftali Bennett, mais on a quand même 48% des électeurs de Yamina qui veulent l'égalité des trois courants du judaïsme. Très important aussi, les conversions. 35% des juifs israéliens estiment que l'État doit reconnaître la judéité de tous les immigrants qui s'autodéfinissent comme juifs sans conversion religieuse obligatoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a 30%, c'est le résiduel ultra-orthodoxe, disons, qui ne reconnaissent que les juifs convertis, mais quelle que soit la conversion, orthodoxe, conservatrice ou réformée. Et 35% là-dedans qui exigent une conversion reconnue par le grand rabbinat, la plus étroite des réponses possibles. C'est intéressant, malheureusement c'est dans l'enquête de 2020 et pas dans celle de 2000, mais quand même, il faut le savoir, 41% des juifs israéliens n'ont confiance dans aucune des 4 principales institutions israéliennes. Quand on regarde le taux de confiance, ce qui vient en tête, c'est la Cour suprême, 36%, cette Cour suprême que la droite et l'extrême droite veulent réduire dans son statut et dans ses prérogatives. La Knesset, le Parlement, 4%, le gouvernement, 8%, et le grand rabbinat, 11%. Et il faut savoir, et c'est une bataille essentielle pour la prochaine période, pour la coalition actuelle, 66% des juifs israéliens s'opposent à toute réduction du statut et des prérogatives de la Cour suprême. Religion et politique. C'est intéressant parce qu'on voit combien il y a un rapport entre l'évolution vers la droite de la société israélienne et, d'un autre côté, l'évolution dans un sens, si on peut dire inverse, sur le plan religieux. 47% des Israéliens, c'est intéressant au-delà du sujet, évidemment, se considèrent comme à droite ou très à droite. 21% comme de centre droit, 17% au centre et 15% au centre gauche ou à gauche. Si vous comparez avec 1949, on est à l'exact inverse. Mais c'est clair que le niveau de religiosité joue sur la sensibilité politique. Par exemple, les laïcs sont nettement plus à gauche. Il y a 28% de laïcs qui se disent de centre-gauche ou de gauche, c'est-à-dire presque le double que la moyenne. Par contre, les ultra-orthodoxes sont nettement plus à droite. Pour donner le chiffre le plus clair, 0% des ultra-orthodoxes se définissent comme de gauche ou de centre-gauche. Dernier point, et je m'en arrêterai là pour la présentation de l'enquête, c'est la question de la présence des partis ultra-orthodoxes au gouvernement. Je le rappelle, ils y sont en fait depuis les débuts d'Israël, et depuis 1981, ils ont quasiment tout le temps, à une exception près, été au gouvernement. Eh bien, 59% des juifs israéliens s'opposent à la participation des partis ultra-orthodoxes au gouvernement. 78% des laïcs, 61% des traditionnels non religieux, 31% des sionistes orthodoxes, 29% des traditionnels religieux, et même, étrange, 26% des ultra-orthodoxes. Et quand on regarde la coalition actuelle, on a là aussi une majorité dans tous les partis de la coalition en faveur de l'exclusion des partis ultra-orthodoxes du gouvernement. Donc, vous voyez, j'arrive à la conclusion un peu de tout ça, on a véritablement une poussée en faveur de la laïcité qui est moins d'ailleurs au positif qu'au négatif, à mon avis, c'est-à-dire un rejet de l'emprise croissante de la religion et en particulier des ultra-orthodoxes sur la vie quotidienne des uns et des autres en Israël. Tout le problème, c'est de savoir si les successeurs de Benjamin Netanyahou auront le courage de changer de cap.
Alors c'est vrai que la majorité des partis représentés dans la coalition actuelle sont favorables à une évolution plus ou moins nette vers une certaine forme de laïcité. C'est indiscutable pour le Meretz, non moins indiscutable pour le Parti travailliste, mais aussi pour Yesh Atid, les centristes, le parti russe de Lieberman et à un moindre degré Tikva Hadasha. Mais en même temps, il faut bien mesurer qu'il y a des résistances au sein de la coalition, notamment avec le parti Yamina de Naftali Bennett, mais évidemment en dehors de la coalition. C'est-à-dire que le Likoud et les partis ultra-orthodoxes sont vent debout contre tout changement en faveur d'une évolution sur les questions de société. Pour quiconque aurait des illusions sur le parti arabe islamiste modéré RAM de Mansour Abbas, il est beaucoup plus proche des ultra-orthodoxes que des laïcs. Lui aussi refuse toute évolution vers la laïcité. Il y a quand même des formes de complicité entre les establishments islamistes et juifs ultra-orthodoxes. Alors le problème, et c'est le problème immédiat maintenant, c'est que ce soit sur ces sujets ou sur d'autres, toutes les formations de la coalition qui a succédé à Netanyahou ont peur que tel ou tel sujet fasse exploser leur coalition. Et notamment la bataille qui s'annonce sur la séparation relative de l'Église et de la synagogue, elle ne va pas se livrer frontalement. Il n'y aura pas un jour une nouvelle loi qui porte sur l'ensemble des sujets. On va avoir des batailles cas par cas. Et c'est déjà le cas, puisque depuis 7 mois environ qu'il y a la nouvelle coalition, plusieurs des dossiers dont j'ai parlé ont déjà été ouverts. La question de la prière des femmes devant le mur, qui fait l'objet même de bagarres, au sens physique du terme, devant le mur. La question de la réforme du système de nomination des juges des tribunaux rabbiniques. La question de la fin du monopole du grand rabbinat sur la cacheroute et les conversions. La possibilité d'un mariage non orthodoxe, voire civil. L'autorisation des transports publics et de l'ouverture des magasins le Shabbat. La reconnaissance des autres courants du judaïsme, le renforcement du service militaire pour les ultra-orthodoxes, la suppression, je l'ai dit, de la subvention aux crèches pour les familles dont le père travaille et ne travaille pas, et n'étudie pas en vue d'une formation professionnelle, l'ouverture, sujet des derniers jours, des examens de halakha, c'est-à-dire des examens de la loi religieuse pour les femmes, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Les femmes ne peuvent pas étudier la halakha dans le cadre du grand rabbinat. Eh bien, tous ces dossiers que je viens de lister, ils ont déjà été ouverts. Il y a des projets de loi, il y a des débats en commission, c'est-à-dire on est devant réellement toute une série de dossiers, encore une fois, pas frontalement, mais un par un. Et on comprend bien, et je voudrais conclure là-dessus parce que c'est quand même quelque chose de très important, que ces débats dépassent la question des relations à venir entre l'État et les religions. Réfléchissez-y, un Israël dont l'État serait vraiment séparé de la synagogue, est-ce que ce serait encore un État juif? De là à se transformer en État de tous ses citoyens, évidemment, le chemin est très long, très, 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 très long, mais on voit bien que la sécularisation de la société israélienne constituerait un pas seulement, mais quand même un pas vers la bonne direction, en tout cas celle que personnellement j'estime être l'avenir de ce pays, c'est-à-dire un État de tous ses citoyens, que ce soit un État d'ailleurs dans les frontières de 1949 ou sur l'ensemble du territoire de la Palestine, il n'y a pas de solution en dehors de l'égalité en droit des citoyens, des deux peuples et des trois religions. Alors, que nous dit Naftali Bennett? C'est lui qui est Premier ministre pour l'instant. On verra ce que dira Lapid s'il devient à son tour Premier ministre. Bennett vient de dire très récemment « Je ne voudrais pas un Israël
d'où les Haredim, c'est-à-dire les ultra-orthodoxes, seraient absents, mais nous devons absolument limiter leur influence politique. C'est là qu'on en est, et on va voir au pied du mur comment le maçon se comporte. La bataille, à mon avis, ne fait que commencer. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dominique, pour cette intervention et aussi pour ces chiffres qui peut-être peuvent être surprenants pour les participants. Alors, peut-être je vais commencer par la fin, par ta conclusion. Et je vais te poser une question qui m'a l'air essentielle parce que, voilà, on parle de la cause laïque en Israël. On voit qu'il y a de plus en plus la demande de laïciser l'État. Mais je me demande, est-ce que la cause, est-ce que son essence, quelle est son essence? En vrai, quelle est son essence? Parce que est-ce qu'il s'agit tout simplement de changer le quotidien, c'est-à-dire de faire la séparation entre la religion ou le quotidien? Ou est-ce qu'il s'agit vraiment de séparer l'État et la religion? Parce que il me semble qu'il faut faire cette séparation entre les Juifs qui demandent de ne plus vivre selon les lois de la religion ou selon le status quo, mais de l'autre côté, qui ne sont pas d'accord d'enlever le caractère juif de l'État d'Israël, c'est-à-dire de préserver la majorité juive et de considérer l'État comme un État juif. Voilà. Pour aller vite, Nitzan, je suis d'accord avec ta remarque. Voilà. Maintenant, je voudrais en dire un tout petit peu plus en 3 points. Premier point, ce que j'ai développé là, devant vous, c'est un des articles, un des 11 articles du prochain numéro de Confluence Méditerranée, qui inaugure quelque chose qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait en France, c'est-à-dire un numéro entier d'une revue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui porte non pas sur le conflit israélo-palestinien, la question de Palestine, etc., mais sur la société israélienne et ses contradictions. Ça s'appelle le dossier « Contradiction d'une démocratie coloniale ». Tout est dit, ou presque, de la problématique. Et vous trouverez, je vous le conseille vraiment vivement, le numéro va sortir dans quelques jours, toute une série de réflexions sur la religion, bien sûr, mais aussi sur l'armée, sur l'histoire de la transformation d'un État à caractère socialiste en un État ultra-capitaliste, sur le cinéma, sur l'armée et ses rapports, la place des religieux dans l'armée. Bref, c'est un numéro très, très riche. Et je crois que c'est très important que nos amis comprennent, et en général le public français, qu'il n'y a pas qu'une contradiction motrice en Israël qui serait le conflit entre juifs et arabes en Palestine. Il y a d'autres contradictions motrices, c'est-à-dire qui sont des éléments de l'évolution et des conflits sociaux dont Bertrand Badi nous dit, il a bien raison, qu'ils prennent de plus en plus de place alors que les conflits dits traditionnels, géopolitiques, comme on disait, en prennent de moins en moins. Et donc, je crois qu'il faut bien mesurer que la question des rapports entre laïcs et religieux, la question des inégalités et de la pauvreté, la question des cultures et des réseaux sociaux ashkénazes et mizrahi, c'est-à-dire juifs orientaux et juifs occidentaux, etc., etc., c'est autant de forces motrices qui sont des leviers sur lesquels il faut penser qu'ils peuvent être des leviers extrêmement importants. Je pense que de tous, celui dont nous parlons aujourd'hui est un des plus sensibles. Alors, tu as raison, deuxième remarque, on ne doit pas confondre des prises de position de réaction à des contraintes de la vie quotidienne, parce que, toi tu es jeune, Nitzan, moi je le suis hélas moins, mais ça fait très longtemps que les gens en ont marre du respect intégral du Shabbat, de la question du mariage, de la question du divorce. Ce n'est pas des choses nouvelles. Ce qui est nouveau, et là, j'espère l'avoir bien montré dans ce que j'ai dit, mais sinon, reportez-vous à l'enquête, vous le vérifierez, les gens vont au-delà de revendications partielles. C'est-à-dire sur les deux questions, liberté d'expression
liberté de culte, liberté de conscience et séparation de l'État et de la synagogue et des églises, parce que ça vaut aussi, bien sûr, pour l'islam et pour le christianisme. Hein. Quand on parle de réforme du rapport de l'État aux religions, ce n'est pas seulement au judaïsme, bien sûr. Eh bien, sur ces questions-là, les gens font la synthèse de revendications partielles et expriment très majoritairement, vous l'avez vu, dans des proportions qui sont autour de 60%, voire plus, la revendication réellement d'un changement de la Constitution, qui n'existe pas, comme on sait, dans l'État d'Israël. Ce qui m'amène à une troisième réflexion, j'ouvre juste le débat. Israël n'est pas une théocratie. C'est une erreur de penser Israël seulement sous cet angle-là. Il y a des éléments de théocratie, sinon tous ces problèmes que j'ai évoqués ne se poseraient pas. Mais Israël, c'est un système qui mélange plusieurs types de domination. Et si je devais essayer d'actualiser la définition du grand sociologue Yves Tachel, je dirais qu'aujourd'hui, Israël est une ethnocratie ashkénaze ultra-orthodoxe. S'il fallait définir le cœur du système de domination, il faudrait faire entrer à la fois, évidemment, la domination sur les Palestiniens, la domination des Ashkénazes sur les Juifs orientaux et la place qu'ont pris au fur et à mesure des décennies les ultra-orthodoxes dans ce mécanisme. Donc, toute déconstruction pour aller vers un État de tous ses citoyens, pour aller vite, pour simplifier, elle passe par une déconstruction de ces trois aspects-là. De l'aspect du rapport, évidemment, aux Palestiniens, qui est central, de l'aspect de la domination ashkénaze sur les Juifs orientaux et de l'aspect de la place de l'ultra-orthodoxie dans le système de domination. C'est les trois. On ne peut pas séparer les trois. Et évidemment que si on pose la question dans ces termes-là, êtes-vous pour modifier l'ethnocratie ashkénaze ultra-orthodoxe, là, on n'aura pas des majorités de 60% pour dire il le faut. Bien évidemment. Alors, peut-être la place des autres orthodoxes est une des réponses pour la question de Laurine, qui se demande si la majorité des Juifs israéliens semble vouloir un assouplissement des règles religieuses. Quels sont les blocages vers une telle tendance? Je crois que, indiscutablement, vous avez entendu les chiffres. Regardez l'enquête vous-même, parce que c'est difficile, j'ai cité beaucoup de chiffres. Quand on voit l'enquête elle-même, on prend le temps, on a des petits camemberts qui permettent de mieux visualiser les opinions. C'est indiscutable qu'il y a une majorité très nette, presque pour certains cas aux trois quarts, hein, et en tout cas au moins 60% de la plupart des règles religieuses existantes. Donc ça ne fait pas de doute. Tout le problème, c'est ce que Nitzan nous disait au début, c'est jusqu'à quel point tout cela est conscientisé comme un problème global. Ce qui est neuf depuis les 2-3 dernières enquêtes, mais celle-là certainement, c'est le fait que les gens font le total, font un grand sac, mais au-dessus du sac, ils mettent liberté d'expression, liberté de culte, liberté de conscience, séparation de l'État et des religions. Et ça, c'est nouveau que le sac, disons, est un intitulé. Avant, il y avait le sac, mais sans intitulé. Maintenant, il y est. Quelles sont les résistances? Bon, d'abord celles des ultra-orthodoxes, qui, on n'a pas parlé de ça jusqu'à présent, je ne voulais pas tout mélanger, ont un atout extraordinaire dans leur résistance, c'est leur croissance démographique. Puisque aujourd'hui, au moment où nous parlons, on peut estimer que 11 à 12% des Juifs israéliens se rattachent à l'ultra-orthodoxie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous un shtreimel, un cafetan noir et des papillotes. Hein. Ça, c'est le folklore. Je parle de gens qui, spirituellement et du point de vue social, dans leur vie quotidienne, se rattachent à l'ultra-orthodoxie. Selon les projections démographiques, mais elles sont à prendre avec des pincettes, à mon avis, parce qu'il y a des arrière-pensées derrière chacun de ces sondages ou de ces projections, on aurait entre 25 et 30% d'ultra-orthodoxes dans les décennies à venir. C'est-à-dire on doublerait la proportion d'ultra-orthodoxes. Évidemment qu'un Israël dont 30%, disons, pour prendre ce chiffre,
de la population se référerait, se reconnaîtrait dans l'ultra-orthodoxie, serait extrêmement résistant à toute possibilité de transformation du statut de la religion dans l'État. C'est pourquoi, à mon avis, dans les partis de la coalition, qu'ils soient de gauche, de centre-gauche, de droite ou de centre-droit, il y a quand même une conscience du fait qu'il faut aller vite, qu'on ne peut pas laisser traîner ce dossier parce qu'un jour, il ne sera plus, on ne pourra même plus l'ouvrir. J'ajoute à ça qu'il faut tenir compte, quand on parle de religion, de l'influence des Juifs qui ne vivent pas en Israël. C'est-à-dire que dans le débat israélien, la pression extrême qu'exercent les judaïsmes conservateurs et réformés des États-Unis notamment, est un élément qui compte. Ça fait partie du contentieux, disons, entre Israël et les États-Unis. C'est des alliés stratégiques, ça n'a pas changé, mais on sent que sur toute une série de questions politiques, il y a une évolution, y compris des Juifs américains, qui pèsent dans les rapports entre les deux pays et les deux directions, mais on a aussi des dimensions spirituelles. Et quand on y réfléchit, je termine juste là-dessus, mais c'est important d'avoir ça en tête, il y a 7,5 millions de Juifs en Israël, en comptant les colons qui sont à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie. Il y a quand même 6 millions de Juifs aux États-Unis, c'est-à-dire que la communauté juive américaine, le mot communauté étant à prendre avec des guillemets, évidemment, elle est presque aussi importante numériquement que la communauté juive israélienne. Donc, quand elle tape du poing sur la table, quand elle dit « nous n'accepterons plus que les courants conservateurs et réformés majoritaires aux États-Unis soient discriminés d'une manière violente », quand je dis violente, le mot n'est pas excessif, hein. Parfois c'est violent. En Israël, ça pèse, ça compte. C'est-à-dire, il y a tout un jeu que nous ne percevons pas en France, parce qu'en France, il n'y a pas de courant quasiment juif conservateur ou réforme. Enfin, on a évidemment le mouvement juif libéral, on a ses têtes d'affiche, on a Delphine Orwiller, on avait le rabbin Farid qui nous a quittés il y a quelques mois, mais ça ne compte pas, ça ne pèse pas lourd en France. De la même manière qu'en France, malheureusement, on n'a pas J-Street, on n'a pas tout ce mouvement juif contestataire de la politique israélienne et américaine qui s'est développé. Je signale d'ailleurs que dans le Confluence Méditerranée dont j'ai parlé, qui sort, il y a un excellent article de Sylvain Sipel qui montre à quel rythme accéléré la distanciation entre les Juifs américains et la direction actuelle de l'État d'Israël s'est développée dans les toutes dernières années. Donc tout ça, c'est un ensemble de facteurs. Je pense personnellement, pour aller vite, pour simplifier, schématiser, j'aime pas trop le faire, mais quand même, la question se réglera vite ou elle ne se réglera pas. Il y avait une plaisanterie célèbre dans les années 80-90 du siècle dernier qui disait que quand on parlait avec nos amis israéliens, on leur disait, mais enfin, quand est-ce que vous allez faire 2 États, quoi? Allez, faites 2 États pour qu'on en finisse avec. Et ils répondaient, mais non, il n'y a pas de problème, il y aura très vite 2 États. Il y aura un État d'Israël ultra-orthodoxe et il y aura un État d'Israël laïque. Il y aura 2 États. Alors, peut-être là, on peut revenir un peu dans le passé. Et si on parle vraiment de la place importante des ultra-orthodoxes, peut-être on peut se demander comment les ultra-orthodoxes avaient autant de pouvoir avant même la fondation de l'État pour négocier vraiment avec les dirigeants de l'État d'Israël, pour négocier le statu quo. Je crois qu'on peut faire une comparaison qui va paraître pas du tout cachère à nos amis qui respectent la cacheroute politique, j'entends, et qui nous écoutent. Qu'est-ce qui fait que la Pologne a existé à travers les siècles, même si à certains moments elle n'existait quasiment pas sur les cartes de l'Europe? Réponse, la religion catholique. Et ça explique le poids de la religion catholique encore aujourd'hui, et ça explique pourquoi le PiS est au pouvoir en alliance avec les dirigeants de l'Église catholique polonaise.
Eh bien, toute proportion gardée, c'est un peu provocateur à ma comparaison volontairement, c'est la même chose pour les Juifs. Qu'est-ce qui fait que les Juifs ont, à travers l'histoire, perduré comme une forme de définition d'un groupe à la fois social et politique? C'est quand même la religion. Contrairement aux récits sionistes imbéciles qui voudraient que le sionisme soit né dans les royaumes juifs de l'Antiquité, qui est une espèce de ligne droite qui mène à travers les persécutions, les massacres, les pogroms et le génocide au retour sur la terre promise. Bon, mais la seule chose qui est vraie, c'est rien de tout ça. C'est simplement que dans les prières que les Juifs ont fait, et dans des temps où on était très religieux, pas seulement les Juifs, tout le monde, eh bien, il y avait si je t'oublie, Jérusalem, l'an prochain, Jérusalem, ce n'était pas un projet politique jusqu'à ce que ça le devienne avec Herzl, peut-être avant avec Napoléon, mais c'était à des fins vraiment politiciennes chez Napoléon. C'est la dimension religieuse de la judéité et quand même ce qui fait la transcendance à travers les siècles de la judéité. Après, il y a d'autres explications. On peut se plonger dans Abraham Léon et sa conception marxiste de la question juive. C'est passionnant, mais quand même, la religion reste un fil conducteur qui permet de comprendre la transcendance, excusez-moi du terme, du judaïsme à travers les siècles. Donc, les religieux avaient un atout formidable à jouer et ils l'ont joué. Les laïcs et les sionistes laïcs avaient un atout inverse qui était de dire c'est bien beau toute votre religion à travers les siècles, mais au nom de la religion et du futur plus heureux au Gan Eden que sur Terre, vous avez accepté passivement tout ce qui s'est fait. Vous connaissez les débats, bon, qui pour moi sont un peu des débats discutables, hein, sur l'idée, après le génocide, on ne croit plus, Dieu nous a abandonnés, pourquoi il nous a abandonnés, enfin bref. Bien sûr qu'il y a ces débats, mais quand même, indiscutablement, les sionistes avaient un argument fort en disant, vous avez laissé faire tout ça, nous, on va agir pour en finir avec l'antisémitisme et créer un État où les Juifs soient enfin libérés de l'antisémitisme. Moralité, ils ont créé le lieu au monde où peut-être les Juifs sont le plus en danger. C'est le paradoxe de la mise en œuvre du projet sioniste qui a abouti à l'exact inverse, si l'on peut dire, de ce qui était son but, en tout cas, affiché. Mais indiscutablement, des deux côtés, on avait des atouts. Et donc, quand Ben Gourion se rapproche du moment où l'État va pouvoir être créé, et il s'en rapproche à la fois parce qu'il y a eu la couverture britannique pendant les dizaines d'années de l'entre-deux-guerres, il ne faut jamais l'oublier, c'est le seul point, peut-être sur tout ce qu'il a écrit, où je suis d'accord avec Georges Bensoussan, pour le reste, je suis en désaccord total avec lui, c'est l'idée qu'on ne peut pas faire démarrer Israël avec le génocide. Israël, c'est d'abord le mandat britannique qui permet au mouvement sioniste de créer un quasi-État juif à qui il ne manque que la définition de l'État et ce qui s'est passé en 1948, évidemment. Donc, on a eu le mandat, on a eu le génocide qui, de toute façon, posait la question des survivants qu'on n'admettait pas aux États-Unis, qu'on n'admettait pas ailleurs, qui ne pouvaient pas rentrer en Pologne ou en Russie. On ne va pas faire le tableau de ce qui se passait quand ils y rentraient. C'est bien connu, on pourrait parler du pogrom de Kielce. On a eu donc, pour le mouvement sioniste, cette extraordinaire arrivée, afflux de survivants du génocide, qui, je le rappelle, ont constitué entre un tiers et la moitié des forces juives pendant la guerre de 1947-1949. Donc, ce n'est pas de la théorie, hein, c'est des hommes en armes qui arrivaient d'Auschwitz et d'ailleurs, et qui pensaient qu'ils continuaient le combat pour la survie. Sauf que l'ennemi, ce n'était pas l'ennemi d'avant, c'était les Palestiniens qu'on considérait comme une menace existentielle, ce qui a permis d'emmener tout le monde dans le combat pour l'expulsion des Palestiniens, et pas à partir de 1948, à partir de l'arrivée des troupes arabes. Non, c'est dès le plan de partage, au soir même du plan de partage, la guerre civile commence, une guerre pour discriminer, pousser, expulser les Palestiniens. On sait qu'elle va réussir. Donc Ben Gourion, si vous voulez, il a deux instruments pour valoriser son projet et le mettre en œuvre.
un instrument qui est très important, celui décrit par Sternel dans son livre Aux origines d'Israël, c'est-à-dire cette espèce de manteau socialiste qui entoure le projet nationaliste, et il a la Bible. Et c'est très intéressant quand on regarde les biographies de Ben-Gurion. C'est un homme quand même assez fascinant, hein, c'est un homme qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire. On voit que cet homme n'est pas religieux, il est athée au début, il est agnostique, disons, ensuite, mais il est passionné de Bible parce qu'il puise dans la Bible les arguments qui viennent légitimer le projet colonial qui, lui, n'est pas facilement présentable, en tout cas dans ces années-là. On ne peut pas, en 1948-49, dire « nous expulsons les Palestiniens ». D'ailleurs, Ben-Gurion dit « on n'a expulsé personne ». Et les historiens travaillistes même de l'époque disent « on n'a expulsé personne ». Les Arabes, ils sont partis, on ne sait pas pourquoi. Ils sont partis. Donc, d'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup des archives en Israël qui viennent d'être découvertes ou qui viennent d'être permises. Et il y a le journal Haaretz, je ne sais pas s'il y avait des articles aussi en anglais qui ont été publiés, oui, qui publient vraiment des discussions entre des parlementaires qui parlent vraiment de tous les massacres qu'il y avait. Alors, c'est très intéressant de voir comment on dévoile maintenant toutes les informations qu'on voulait cacher pendant des années. Tu as tout à fait raison, Nitzan, mais ce qui est stupéfiant, là aussi, on a, bon, la génération, ça existe, les générations. Ce débat a été ouvert à partir des années 80 jusqu'à ce qu'il soit refermé par le gouvernement d'Ariel Sharon et la chasse aux sorcières McCarthyiste qui a eu lieu contre les nouveaux historiens israéliens. Les nouveaux historiens ont mis tout ça sur la table en partant des archives. Et plusieurs décennies après, à Haaretz, tu as raison, sort des nouvelles archives. C'est-à-dire que même le travail qui avait été fait par tous ces historiens, y compris Benny Morris, même s'il a ensuite tourné kazakh sur un certain nombre de positions politiques, puisque Benny Morris a été jusqu'à justifier l'expulsion des Palestiniens. Il a dit lui-même le nettoyage ethnique des Palestiniens en disant que c'était indispensable, que si on ne l'avait pas fait, l'État d'Israël n'existerait pas. Bon, ils avaient travaillé, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas boulonné, ils ont travaillé, mais même eux n'avaient pas eu accès à toutes les archives qui aujourd'hui sortent. On saura comment un jour, pourquoi tout d'un coup, mais effectivement, on découvre ce que moi j'ai écrit dans mes livres, parce que je le savais par le travail que j'ai fait avec les nouveaux historiens, il y a eu beaucoup plus de massacres qu'on ne le croit. Pas des immenses massacres, mais des massacres suffisamment ciblés, de village en village, de ville en ville, pour que les gens s'en aillent. Quand on dit que les Palestiniens ont été expulsés, personne ne prétend, je dis ça y compris pour Henri Laurence, parce que c'est un débat avec Henri Laurence depuis de longues années, ça ne veut pas dire qu'ils avaient une mitraillette dans le dos, tous. Mais vous comprenez bien que dans un village, quand il vient de se produire un massacre où plusieurs dizaines de jeunes Palestiniens, de femmes, d'enfants ont été tués par les milices sionistes à l'époque, puis ensuite israéliennes, quand l'armée israélienne a été créée en juin 1948, bon, ben, les gens s'en vont, évidemment. La peur, la terreur, elle est répandue. On sait que dans ses mémoires, Menachem Begin raconte comment l'Irgun, c'est-à-dire l'organisation sioniste révisionniste qui est devenue ensuite le Herout et ensuite le Likoud, avec des alliances, ils avaient des camions avec des haut-parleurs qui circulaient en Palestine pour diffuser les cris enregistrés pendant le massacre de Deir Yassin, de telle manière à ce que Deir Yassin, outre l'utilité stratégique de ce massacre sur la route de Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem, pour que dans toute la Palestine, les Palestiniens entendent les cris. La terreur, le rôle joué plus exactement par la terreur des massacres, petits ou grands, ça a été essentiel dans l'opération d'expulsion. Donc, ce que Haaretz nous révèle, ce que ces nouvelles archives nous révèlent, c'est un des instruments les plus forts qui a permis la Nakba. Ce n'est pas seulement les morts, c'est aussi la terreur répandue autour de la nouvelle et même du bruit, des cris des victimes des massacres. Donc, c'est effectivement, je trouve ça, du point de vue comme historien, je veux dire, fascinant qu'un sujet qu'on avait cru complètement traité par les nouveaux historiens dans les années 80-90 révèle encore des nouvelles choses. Et
pour ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas tout lu, évidemment, j'ai lu ce qu'il y avait dans Haaretz, mais je n'ai pas lu les archives elles-mêmes, il faudrait les lire. C'est assez effrayant. Quand on y regarde de près, Effectivement. on est assez effrayé. Je n'aime pas les comparaisons, je veux jamais. Toute comparaison n'est pas raison, voilà. Mais quand même, il y a dans la pratique du Palmach en particulier, c'est-à-dire des troupes d'assaut qui étaient des troupes d'assaut pour l'essentiel liées au parti sioniste travailliste, le MAPAM, le comportement du Palmach dans la bataille pour le nettoyage ethnique est un comportement plus que effrayant. Enfin, on peut pas. Le mot effrayant est presque trop faible. Effectivement. Alors, si on va revenir à la question de la laïcité pour ne pas parler du conflit. Non, mais bon. Oui. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, si on regarde le lien entre la société israélienne et la religion, toi, tu as parlé de Gush Emunim, mais on s'interroge par rapport au rôle important qu'avait Gush Emunim sur le lien entre la société israélienne et sa religion, qui est peut-être, qui était quelque chose un peu plus, si je peux dire, national, un peu plus, qui a changé le point de vue par rapport à la religion des ultra-orthodoxes. Tu as raison, c'est-à-dire que le raisonnement de Ben Gurion, lorsqu'il fait l'accord de statu quo, est un raisonnement assez simple, mais théorique. Au fond, il se dit, pour mettre en œuvre le projet de création de l'État juif et d'expulsion des Palestiniens, puisque c'est lié. Au fond, Ben Gurion, quand il résume dans des termes polis, disons, dans des termes enrobés, son projet à l'époque, il dit, nous voulons un État aussi grand que possible, donc plus grand que ce que l'ONU a prévu, on verra, dit-il, dans la bataille, et plus homogène que possible. Quand il dit homogène, Ben Gurion, il veut dire vidé de ses Arabes, quoi. Voilà. Donc, il a une pensée théorique. Il se dit, pour faire tout ça, même si je n'ai pas besoin des voix et des députés des partis ultra-orthodoxes, mais j'ai besoin de leur légitimité. Donc, je fais un accord qui m'assure à moi leur soutien dans mon projet de construction d'un État et d'expulsion de la population arabe ou de l'essentiel de la population arabe qui y vivait. Et d'un autre côté, pour avoir ça, je fais des concessions qui ne m'importent pas, moi, Ben Gurion, mais qui vont être le fardeau que vont porter les Israéliens pendant des dizaines d'années dans leur vie quotidienne. Bon. Ça, c'est la théorie. La théorie se met en œuvre, mais on comprend bien qu'à partir de 67, il y a une rupture qualitative. C'est-à-dire que le rôle des ultra-orthodoxes n'est plus un rôle théorique de légitimation simplement de l'État, c'est la force motrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la colonisation. Et c'est la force motrice qui va, en fait, avec la revanche historique des Juifs mizrahim, c'est les deux éléments, va permettre à la droite et à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Si vous voulez, quand les travaillistes se retrouvent à la tête de l'État d'Israël, dont le territoire a été multiplié par 4, on l'oublie, lors de la guerre des 6 jours. Alors, oublions le Sinaï, oublions le Golan, mais c'est quand même important, surtout le Golan. Ils se retrouvent à la tête de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza. Leur premier plan, c'est un plan qui vise à construire une colonisation axée sur la sécurité, entre guillemets. Et donc, il n'y a pas de projet de colonisation massive à l'époque. Ce que le Gush Emunim, donc orthodoxe et ultra-orthodoxe mêlés, parce que le Gush Emunim, c'est les deux à la fois, va apporter aux dirigeants travaillistes, c'est la masse de manœuvre, les militants, le discours messianique qui va justifier une colonisation non pas seulement de colonies de sécurité, comme disait le plan Allon, mais de colonies de masse jusque dans les zones à forte démographie arabe, palestinienne. Et donc, on peut le dire comme ça aujourd'hui, sans excès, il n'y aurait pas aujourd'hui
800 000 colons à Jérusalem-Est et surtout en Cisjordanie s'il n'y avait pas eu le Gush Emunim. Parce que les travaillistes ne voulaient pas ça au départ. Et puis, le Gush Emunim et derrière lui, les partis de droite, évidemment, et d'extrême droite, ont créé une dynamique telle que dès que Begin et la droite arrivent au pouvoir 10 ans après, en 1977, à l'époque, il n'y a que 5 000, 6 000 colons, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais toute l'infrastructure est prête pour créer un mouvement de colonisation de masse au nom de la rédemption de la terre, au nom de la fin des temps, au nom de, vous voyez, tout ce discours messianique est quand même un discours qui se mêle au nationalisme pour donner cette force à la colonisation des territoires occupés. Et quand même, on passe avec Begin qualitativement, en 77, hein, j'y insiste, à autre chose, c'est-à-dire une colonisation de masse qui se fait d'en bas, avec le Gush Emunim, comme avant, mais aussi d'en haut, parce qu'il y a convergence entre le pouvoir de la droite et de l'extrême droite, incarné par Begin, mais aussi par Sharon, évidemment, qui est l'esprit le plus avancé dans la construction de la colonisation, et ce qui se passe en bas. Et une espèce de convergence qui explique qu'aujourd'hui, on est, je le répète, on est au-dessus de 800 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie, avec un rôle majeur, y compris démographique, des ultra-orthodoxes. Je ne sais pas si Youssef nous écoute, Youssef Courbage, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a donné une contribution tout à fait essentielle à la compréhension de ces problèmes. Nous avons, nous, souvent une vision simplifiée qui veut que la démographie soit du côté des Palestiniens et pas du côté des Israéliens. Ça n'est plus vrai, et ça n'est plus vrai depuis longtemps, parce que l'ultra-orthodoxie, c'est aussi, pour des tas de raisons religieuses et sociales, des populations qui ont une démographie considérable, de 8, 10, 12 enfants. Dominique, j'ai une question. Oui, je finis juste, et je suis à toi. Donc, il faut passer par Nitzan, hein, il faut envoyer un petit mot, parce que si tout le monde parle, on aura du mal à ordonner le discours. Donc, vous envoyez à Nitzan, elle vous reprend vos questions dès que vous l'envoyez. Donc, ce que je voulais dire, c'est on a cette, comment je dirais, oui, enfin, il y a une espèce d'osmose globale entre orthodoxes, ultra-orthodoxes, le tout dans un contexte à la fois nationaliste et messianique, qui permet, y compris sur le plan démographique, de renverser les tendances, pas complètement, mais de les renverser assez largement. Youssef Courbage nous a montré que en Israël même, dans les frontières de 49, disons, dans la ligne verte, on était dans des démographies presque égales aujourd'hui. Donc l'avantage démographique palestinien n'est plus très important. Et en Cisjordanie, il y a d'un côté une montée de la démographie ultra-orthodoxe, clairement celle-là, et une baisse très nette de la démographie palestinienne pour des raisons de réalisme politique. Ce n'est pas un problème de transition démographique en général seulement. C'est aussi que l'idée de la bataille des ventres, comme disait Arafat d'une manière qui n'était pas très jolie comme formule, c'est fini. C'est-à-dire les femmes palestiniennes en Cisjordanie, elles considèrent qu'elles ne font d'enfants que ceux qu'elles peuvent, dont elles peuvent assurer la nourriture, la santé, l'éducation. Donc, on a des familles qui, de familles de 8 ou 9 enfants, deviennent progressivement des familles. Alors, c'est vrai dans tout le monde arabe, mais quand même, là, il y a un facteur politique, c'est-à-dire il n'y a plus cette mobilisation des femmes au service. Arafat disait, vous faites 2 ou 3 enfants pour vous et les autres pour la patrie. Bon, ça ne fonctionne plus avec les impasses et les échecs du mouvement national palestinien. Donc, on est devant une démographie qui n'est plus, je ne dis pas qu'elle est du côté israélien, mais elle est quand même plus du côté palestinien comme on a pu croire qu'elle l'était très longtemps. Donc, c'est tout ça, l'ultra-orthodoxie. C'est-à-dire, c'est plus un raisonnement politique de Ben Gurion, petit à petit mis en œuvre à partir du statu quo, c'est aussi une force sociale, une force dynamique qui a contribué au… Je répète, hein, je me répète, mais c'est important, nous n'aurions pas 800 000 colons
à Jérusalem-Est et en Cisjordanie aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce rôle décisif du Gush Emunim, des orthodoxes, des ultra-orthodoxes, tout ce mouvement qui a apporté. Alors, c'est pas, il faut le dire, tout cela n'est pas écrit dans le marbre. Quand on discute avec des ultra-orthodoxes aujourd'hui, on voit bien que la communauté a ses fragilités, la communauté ultra-orthodoxe. D'abord, elle a une grande fragilité de fatigue des hommes et des femmes qui supportent cette vie. Je ne veux pas faire de démagogie féministe, ce n'est pas mon genre, mais quand même, il faut penser à ces femmes qui ont 10 enfants, dont elles s'occupent exclusivement, elles, parce que des hommes ultra-orthodoxes qui s'occupent des enfants, c'est vraiment rarissime. En plus, elles doivent travailler parce qu'eux ne travaillent pas, enfin, ils étudient. La Torah, c'est un travail, mais ce n'est pas un travail rémunéré. Donc, il faut, en plus de s'occuper des enfants, il faut qu'elles travaillent, souvent en télétravail d'ailleurs, le tout pour vivre dans des conditions de pauvreté extrême. Les ultra-orthodoxes, comme groupe social, sont aussi pauvres en proportion que la population palestinienne en Israël. Je parle d'Israël. Donc, c'est une grande faiblesse qui explique qu'il y ait beaucoup de jeunes ultra-orthodoxes, femmes et hommes, mais surtout femmes, qui pensent quitter l'ultra-orthodoxie, qui pensent sortir de cette prison que représente l'ultra-orthodoxie. Le problème, c'est que jusqu'à présent, dans la société israélienne, il n'y a pas encore de structure d'accueil généralisée pour ces jeunes ultra-orthodoxes qui voudraient quitter. Donc, on a là une demande, mais il n'y a pas d'offre. C'est très important. Il y a très peu d'organisations, voilà. Effectivement, qui aident. Alors, voilà. Fabrice… oui. Non, juste pour dire, donc, c'est une grande faiblesse. Deuxième grande faiblesse, je dis juste d'une phrase, l'image qu'ont les ultra-orthodoxes en Israël s'est considérablement dégradée. Et de ce point de vue, je le dis dans l'article que j'ai écrit pour Confluence Méditerranée, la Covid a été une catastrophe. Parce que, comme les dirigeants ultra-orthodoxes, chez qui il y a une partie de folie, enfin, il faut le dire comme ça, ont affirmé que Dieu était avec eux et allait les protéger contre la pandémie, le résultat, c'est qu'avec 12% de la population, ils ont eu, selon les approximations qu'on a pu avoir du ministère de la Santé, plus du tiers des morts, parce qu'ils n'ont respecté aucun geste barrière, parce qu'ils ne se sont pas vaccinés pendant de longs mois, parce que les enterrements se faisaient en masse avec les traditions, qui sont des traditions de grande proximité des gens les uns avec les autres, les mariages, enfin, toute la vie religieuse orthodoxe a facilité le travail de la pandémie. Il y a même eu des villes où il y a eu des affrontements entre l'armée, pas seulement la police, l'armée et les ultra-orthodoxes, parce que l'armée voulait imposer le respect des gestes barrières. Alors, les antivax de chez nous, imaginez là-bas qu'est-ce que ça peut donner, mais quand même, disons que les communautés ultra-orthodoxes sortent de la pandémie, pour l'essentiel, disons qu'Israël en est quand même sorti avant nous, pour dire les choses honnêtement, avec une image détestable dans l'immense majorité de la population. Donc, ces deux points de faiblesse dont on ne peut pas dire aujourd'hui quelles seront les conséquences à long terme. Moi, je crois qu'on va avoir, il y a eu Baalei Tshuva, on disait en hébreu, ceux qui reviennent à la religion, on va avoir les Yerida Tshuva, on va avoir ceux qui quittent la religion. Je pense que ça va beaucoup se développer. Et deuxièmement, l'opinion est très sévère pour les ultra-orthodoxes. Et je dirais, bon, je ne suis pas israélien, je n'ai pas apporté de jugement, mais quand même, on comprend que l'opinion soit sévère. Effectivement, dans certains groupes, la haine des ultra-orthodoxes est quasi équivalente à la haine des Arabes, si je peux dire. Alors, Fabrice, je suis désolée, mais je trouve que la question de Laurine peut bien résumer notre rencontre. Alors, Laurine demande si, en fin de compte, la laïcité à l'israélienne serait-elle une solution au conflit avec les Palestiniens? Certainement pas. La question posée par la Palestine, c'est une question politique nationale, et donc on ne peut pas résumer. Je passe sur le débat un État, deux États.
il est 2h moins 5, on ne va pas l'ouvrir à cette heure-là. Mais quelle que soit la solution, un État, deux États, une confédération, que sais-je, on ne peut pas seulement raisonner en termes d'égalité de tous les citoyens. C'est déjà un point essentiel pour déconstruire le système d'apartheid. Tant qu'il n'y a pas d'égalité de tous les citoyens, il n'y a pas de sortie de l'apartheid. On reste dans l'apartheid. Mais deuxièmement, il faut une égalité des deux peuples. Ce que les gens ne comprennent pas souvent. Quand on regarde, toi tu dois connaître ça, Nitzan, mais peut-être certains de nos amis aussi, les projets qui étaient ceux des binationalistes dans les années 20 et 30 du XXe siècle, Buber, Magnès et autres. On voit qu'ils avaient, quand ils prônaient une fédération judéo-arabe ou arabo-juive, on voit qu'ils avaient pensé en termes constitutionnels, ce qui n'est pas sans intérêt, d'ailleurs, même pour l'avenir. Et un homme comme Magnès, un homme comme Buber et beaucoup d'autres disaient, attention, bien sûr qu'il faut l'égalité des droits. Alors à l'époque, ça paraissait évident, hein. L'idée d'un apartheid n'était absolument pas dans la tête de ces gens-là, hein. Mais il fallait aussi des garanties constitutionnelles des intérêts de chacun des deux peuples. Par exemple, disait Magnès ou Buber, il faudrait retrouver les textes, je ne les ai pas en tête à l'instant, il disait il faut des majorités constitutionnelles des 3/4 ou des 4/5 des députés du Parlement commun, disons, pour les questions qui engagent l'intérêt national de chacun des deux peuples, juifs et arabes, disons, pour l'époque. C'est très intéressant, ça, parce que ça veut dire que, contrairement à des discours un peu roses sur l'État unique de demain, l'État unique, il suppose beaucoup de conditions, de rapports de force politiques qui permettent d'imposer la réalisation, non pas seulement, je le répète, du droit égal des citoyens, mais du droit égal des deux peuples. Et j'ajoute, parce qu'on n'en parle jamais, de la place des religions. On peut être religieux, athée, agnostique, anti-religieux, peu importe. On ne peut pas, sur cette terre-là, négliger le fait que le judaïsme, le christianisme et l'islam, et d'autres d'ailleurs, les Bahaïs par exemple, ont des garanties à trouver de leur libre expression, de la liberté d'exercice du culte. On ne va pas nous faire des lois type printemps républicain, enfin moi j'appelle ça plutôt hiver républicain, c'est plus juste pour qualifier leur pensée, qui s'appliquerait aux juifs, aux chrétiens ou aux musulmans dans le futur État binational ou unique. Non, il faut vraiment penser à la garantie de tous les droits des citoyens, des droits politiques des deux peuples et des droits des religions. Cela étant dit, il est évident qu'une avancée sur le terrain de la laïcité, à mon avis, elle est un pas, seulement un pas, mais un pas dans la bonne direction. Parce qu'un État où l'État serait séparé, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, de la religion, de la synagogue, de l'église, de la mosquée, c'est un État qui n'est plus tout à fait, au plein sens du terme, un État juif. Or, contrairement à ce que pense ou ce que pensait le président de la République, Emmanuel Macron, les antisionistes n'ont pas pour but de détruire quoi que ce soit ou de jeter qui que ce soit à la mer. Leur pensée, si je l'interprète bien, c'est de permettre une véritable égalité des citoyens, des peuples et des religions sur la terre de Palestine. Merci beaucoup, Dominique, pour cette intervention et pour ce beau résumé. Et je vous remercie aussi à tous les participants d'avoir assisté à ce midi. Et je vous invite à assister à nos rencontres, à nos prochaines rencontres et surtout lire le prochain numéro de Confluence qui va vraiment bien analyser toute la société israélienne sur tous les aspects. Voilà, merci beaucoup à tous. Toda rabba, Nitzan. בבקשה, דומיניק, תודה לך. Merci. Au revoir.